Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top des gauchistes de la semaine. Et cette semaine, c'est exceptionnel, c'est un double top 5. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'il y a l'actualité sinistre, mais avec des sorties complètement dingues et presque drôles finalement, malgré tout, de nos amis gauchistes. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai rencontré récemment dans un bar un gauchiste, voilà, qui m'a reconnu et qui est venu discuter avec moi, donc très intéressant ma foi. Et c'est amusant parce que il me disait ouais, moi franchement ton contenu, bon je trouve que c'est assez sérieux quand même, mais bon parfois tu vas trop loin, comme par exemple quand tu dis que le gauchisme est une maladie mentale. Bah c'est vrai que parfois c'est une petite exagération, j'en conviens, mais là franchement tous mes top 5 des gauchistes de la semaine depuis que j'ai commencé cette série, je peux vous dire qu'on est quand même pas loin de la maladie mentale, hein. Voilà. Et là, cette semaine, on va être obligé de reconnaître que c'est encore le cas. Voilà. Bon. Alors donc, il y aura deux top 5 cette semaine, un top 5 classique et un top 5 dédié aux réactions des gauchistes suite à l'attaque du marché de Noël en Allemagne. Donc ça va être du très très lourd. On commence avec ceux qui auraient pu être dans le classement classique, avec Aymeric Caron. Aymeric Caron qui a pris la parole, et c'est un grand classique à gauche, qui a parlé du droit à la paresse, du fait que le travail c'était quelque chose qu'il fallait oublier. On l'écoute. Nous on imagine une société où on ne travaille pas 35 ni 32 mais 20 heures. Et peut-être moins encore. Donc voilà, Aymeric Caron qui comme d'habitude nous régale. On rappelle quand même à nos amis de gauche un peu bisounours qu'une société sans travail, c'est une société qui s'effondre purement et simplement, et qu'éventuellement la seule manière de réduire le temps de travail, c'est d'avoir une société qui va vers de plus en plus de robotisation et d'excellence technique, et en plus de ça, une société qui facilite la liberté d'entreprise, la liberté de recherche, etc. Donc une société libérale et capitaliste, celle de l'après-guerre, qui paradoxalement, c'est vrai, a réduit le temps de travail. Mais c'est pas le marxisme qui a permis ça. C'est plutôt la vilaine société libérale, capitaliste, des méchants pas beaux de giga-droite. On a ensuite Éric Coquerel qui aurait pu être dans le classement. Regardez ce qu'il a tweeté. Les dépenses publiques se réduisent depuis 2017. On touche à l'os, c'est-à-dire on arrive au point où on ne pourra plus les réduire. On est en désaccord quand même assez gigantesque sur cette question. Il y a largement de quoi faire pour réduire encore drastiquement les dépenses publiques, hein. La solution n'est pas de continuer à amaigrir l'État, mais il faut aller chercher l'argent où il est amassé, c'est-à-dire chez les vilains riches. On connaît la musique. Donc vraiment énorme. Mais en fait, il y a un lien logique tout à fait évident avec ce que vient de dire Aymeric Caron. En gros, pour payer le droit à la paresse complètement utopiste là, de nos amis de gauche, il faut bien des dépenses publiques massives. Bon, le problème, c'est qu'il faut aussi des gens productifs pour qu'on puisse les ponctionner. Bon, ça, c'est encore une autre problématique. La gauche, on n'est pas là, hein. On n'est évidemment pas dans ce degré de réflexion. Mais Éric Coquerel, c'était quand même un candidat sérieux. On a ensuite eu Thomas Porte. Thomas Porte, qu'on voit ici aux côtés de Raphaël Arnaud. Ils sont à côté d'une banderole Libérez Gino. Il le présente comme un héros de la lutte contre le fascisme, etc. Sauf que, Gino, cet antifa italien, il a été placé sous mandat d'arrêt européen. Pourquoi? Pour des actes de violence extrêmement graves. Je ne vous passe pas ni les vidéos qui sont horribles, ni le résultat final, c'est-à-dire le visage de la personne qui a été agressée par ce héros de la lutte antifasciste vanté par Thomas Porte et Raphaël Arnaud. C'est tout simplement insoutenable. Ils l'ont attaqué en meute à plusieurs avec des bâtons télescopiques par derrière. Et ce qui donne évidemment un acte quasi criminel, parce que je sais même pas comment le type a fait pour s'en sortir. Donc voilà, le héros de Thomas Porte et Raphaël Arnaud. Et puis pour finir, ce qui aurait pu être dans ce classement, on a Thierry Breton qui réagit à ce tweet d'Elon Musk. Seul l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, peut sauver l'Allemagne. Et Thierry Breton qui parle d'une ingérence étrangère de la part d'Elon Musk en Europe. Alors Thierry Breton, on le sent donc très remonté contre Elon Musk, sauf que, est-ce qu'il s'est ému d'une autre ingérence étrangère? Je vous prends cet exemple-là parmi d'autres, hein. Barack Obama, qui soutenait Emmanuel Macron. Il avait réalisé une vidéo diffusée, c'est de l'ingérence étrangère ça, théoriquement, non? Pareil, quand la fondation de George Soros finançait de manière complètement dingue des centaines d'associations, des centaines d'ONG qui avaient pour but, ultimement, consciemment ou non, la destruction de l'Europe, là Thierry Breton, il se taisait. Alors là, on voit dans cet article, la fondation de George Soros se désengage d'Europe, ce qui est une bonne nouvelle, même si en réalité, elle est toujours présente, malheureusement. Mais ça veut dire qu'avant, ils étaient très engagés en Europe. Bon, voilà, Thierry Breton, il s'en fichait à cette époque-là. Donc voilà, pour ceux qui auraient pu être dans ce classement, eh bien, je propose qu'on passe immédiatement à la 5e place.
À la 5e place de ce classement, eh bien, on retrouve Pablo Pio-Vivien, qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Lui, pourtant, c'est un sacré gauchiste, hein. Le voici qui réagit à la une de Libération, qui méritait aussi déjà une place d'ailleurs. Massacre à la création, donc une attaque contre Christelle Morançais, la reine Christelle Morançais, qui, dans la région Pays de la Loire, a décidé d'y aller à la tronçonneuse sur les dépenses publiques. Et alors, ça n'a pas plu du tout au monde de la culture, puisque, alors c'est vrai que c'est un peu... Ça y va, quoi. Je veux dire, elle a décidé de réduire de manière drastique et vraiment de manière soudaine quand même des budgets importants. Donc moi, vous savez, j'ai un côté un peu plus humain presque, c'est-à-dire que moi je voudrais y aller plus progressivement, mais le résultat final est quand même très bien, et de toute façon il n'y a pas trop le choix parce que les dépenses publiques des régions c'est un truc de fou, bref. Et donc elle a voulu réduire ça, et évidemment levée de bouclier monumental du monde de la culture, et là Pablo Pio-Vivien qui nous dit: la droite veut tuer les arts et la création. Alors ça, c'est franchement quelque chose sur lequel il faudrait s'appesantir pendant longtemps. Je vais essayer d'être très synthétique. Premièrement, l'art, par définition, le geste artistique, la pulsion créatrice de l'artiste, elle n'en a que faire d'être payée, d'être rémunérée ou pas. Les plus grands artistes ont été des gens qui gagnaient très peu, qui vivaient dans la misère, mais qui avaient une fièvre en eux, une fièvre artistique, qui ne dépendait absolument pas de subventions publiques. Déjà, premièrement, donc la droite ne veut pas tuer les arts et la création en réduisant drastiquement les subventions publiques. Ça n'a aucun sens. L'art et la création existeront toujours. Et au contraire, ils seront peut-être même plus purs de cette manière-là que s'ils sont gavés d'argent public. Les subventions publiques du monde de la culture, on sait que ça sert surtout à faire plaisir aux copains. Faut pas déconner non plus. Bon, ensuite... Est-ce qu'une société française sans aucune subvention pour la culture, je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'il faudrait, voilà, mais allons jusqu'à cette extrémité-là. Bon. Est-ce que ça serait pour autant une société sans art et sans culture? Mais absolument pas. Absolument pas. Dans plein de pays du monde, il y a un milieu artistique, un milieu culturel, alors qu'il n'y a pas de subvention publique. Donc ça, c'est vraiment le regard complètement franco-centré des gauchistes qui en plus sont pour l'exception culturelle. Vous savez, l'exception culturelle française, là par contre, il y a préférence nationale au niveau du monde de la culture. Mais là, il y a le droit. On n'est pas chez les beaufs d'ultra giga droite. Là, on est chez l'élite intellectuelle et culturelle, donc on a le droit à la préférence nationale dans ce cas-là. Bon, donc déjà, il y a des pays où ça fonctionne très bien sans subvention. Mais même en France, pendant des siècles et des siècles, il y a eu des artistes sans avoir de ministère de la culture. Évidemment, il y avait des mécènes, il y avait bien sûr le succès commercial qui permettait d'exister en tant qu'artiste. Voilà, ça a toujours existé. Donc croire qu'il n'y aura plus d'art et de création parce qu'il n'y aura plus de dépenses publiques, c'est de la folie furieuse. C'est un discours fallacieux. Je ne sais pas s'ils y croient ou si c'est une manipulation, mais vraiment, ce discours-là, il faut arrêter. En 4e position, on a Mathilde Panot qui a publié sur Twitter ce visuel complètement dingue. Vous savez, la gauche, elle accuse toujours la droite d'être dans la récupération sordide, etc. Et là, regardez ça, donc c'est après le verdict du procès des viols de Mazan, avec Gisèle Pellicot, qui est représentée par Mathilde Panot. Il y a un travail de graphisme qui a été réalisé, hein. Elle a été détourée, et derrière a été ajouté le code couleur de la France Insoumise. Oui, voilà. En toute tranquillité. Alors, à la décharge de Mathilde Panot, c'était pas la seule. On a également eu ce logo du groupe écologiste qui a été ajouté sur ce visuel. Et puis là, on a Renaissance, voilà, le parti d'Emmanuel Macron, qui a publié un logo. Mais c'est incroyable, c'est d'une indécence complètement dingue. Ces types-là nous font des leçons tous les jours sur la récupération. Et quand il y a quelque chose qui va vaguement dans leur sens dans l'actualité, ils s'en font des caisses comme jamais nous n'oserions même penser en faire. C'est incroyable, c'est dégueulasse et incroyable. Donc Mathilde Panot, franchement, là pour ça, 4e place méritée. Sur la 3e marche du podium, on retrouve Sandrine Rousseau, voilà, pour un petit tweet. Bon, je l'ai peut-être un peu surnoté, mais en même temps, elle nous a tellement fait rêver toute cette année que j'ai pas pu faire autrement. Voilà, le tweet en question, elle nous parle d'un drame absolu qui a eu lieu à Dunkerque, un homme de 22 ans qui a tué plusieurs personnes. Alors les détails sont un peu flous, mais il y a un détail qui n'a pas échappé à Sandrine Rousseau et à tous les gauchistes. Là, elle prend aussi un peu pour tout le monde, parce que beaucoup de gens ont dit la même chose à gauche. Le fait est qu'effectivement, il s'agit d'un Français autochtone, un Européen. Bon. Et alors là, Sandrine Rousseau saute sur l'occasion, et voilà ce qu'elle tweet. « Imaginons un seul instant le débat politique si Paul, le criminel, avait eu un statut d'étranger sous OQTF. » Alors là, bah oui, il y aurait eu un débat politique encore plus grand. Alors déjà,
Mettons tout le monde d'accord et tranquille, ce type-là, qui a tué 5 personnes, mérite la peine la plus lourde possible. Simplement parce qu'on a déjà des malades, parce qu'on a déjà des criminels, des délinquants autochtones dans notre pays, on n'a pas envie de rameuter la terre entière et avoir parmi ces gens qui arrivent énormément de gens qui viennent gonfler les chiffres des malades, des criminels, des délinquants. C'est juste logique en fait comme position. Et oui, si Paul avait été un étranger sous OQTF, évidemment qu'il y aurait eu un débat politique encore plus important parce que en plus de ce crime abominable, eh bien il y avait une question de responsabilité des services de l'État, puisque des crimes commis par des gens sous OQTF, il y en a eu malheureusement beaucoup, c'était des gens qui n'avaient rien à faire sur le territoire. Donc évidemment qu'il y aurait eu un débat politique en plus. En deuxième place de ce top 5 des gauchistes de la semaine, version classique, eh bien on retrouve Geoffroy de La Gagnerie qui nous a sorti une folie. On l'écoute, vous allez voir, accrochez-vous. La France, ça n'existe pas. Il faut que les gens comprennent que la France, ça n'existe pas. Une société, ça n'existe pas. Une société, ça se réduit à ce que les gens en font. C'est un territoire, c'est des papiers, point. C'est rien d'autre. Donc, peut-être que je sais pas, mais c'est pas, je le dis comme ça, mais quand les gens s'opposent à la théorie d'un remplacement, je sais pas quoi, en disant mais c'est fictif, y a pas, je dis mais on s'en fout. Je veux dire, si jamais dans 100 ans la France il y avait que des Noirs, des Arabes tous voilés, bah tant pis, on s'en fout. Enfin tant pis, tant mieux, j'en sais rien. C'est un territoire, c'est ce que c'est. Il y a rien d'autre que c'est ce que c'est. Il y a pas d'essence. C'est ce que c'est. Alors là, franchement, je sais pas quoi vous dire pour commenter. On est dans la folie pure, comme s'il n'y avait pas de culture française. Ça n'a aucun sens, évidemment, qu'il y a des spécificités culturelles françaises, qu'elles soient régionales ou nationales, bien entendu. Alors il y a déjà une langue française, par exemple, qui l'utilise. Bien entendu qu'il y a un peuple français avec ses spécificités bioculturelles. Ça, la gauche ne serait jamais capable de le voir. C'est pour ça qu'elle se plante sur l'identité. Parce que quand on s'intéresse à l'identité, à la biologie, à la culture, à ces rétroactions complexes entre les deux phénomènes, etc., la vision de la gauche se révèle pour ce qu'elle est de l'obscurantisme. Voilà. Donc là, on a un cas vraiment clinique, hein. C'est vraiment magnifique de la part de Geoffroy de La Gagnerie. Alors, s'il n'est pas à la première place, c'est parce qu'il a un pouvoir de nuisance qui est quand même relativement limité. Rappelons d'ailleurs au passage que tous ces millions et ces millions d'extra-européens que les gauchistes comme Geoffroy de La Gagnerie veulent à tout prix voir venir en France et en Europe, ils sont pas du tout sur la même ligne que lui. Hein. L'identité, pour eux, c'est quelque chose de très concret, de très charnel, de très communautaire. Voilà. Donc vraiment, ils ne se rendent même pas compte de la contradiction, en plus, entre cette volonté de vouloir amener des millions de personnes qui viennent d'ère civilisationnelle complètement différente de la nôtre. Ils ne se rendent pas compte de cette incompatibilité entre ces gens-là et leurs pensées complètement fumeuses. Voilà. Mais s'il n'est pas à la première place, c'est parce qu'à la première place, on a quelqu'un qui est quand même beaucoup plus nocif que lui. Et on va découvrir ça tout de suite. En première position de ce classement classique, eh bien on retrouve Paloma Moritz, journaliste écologie et société pour Blast, média d'extrême gauche. CNews et BFM se talonnent sur le fait d'être la chaîne d'information en continu la plus regardée en France. Maintenant, ça fait quand même plusieurs mois que CNews est clairement au-dessus. Qu'est-ce que fait BFM TV à la rentrée? Ils se disent, en fait, on va recruter des chroniqueurs qui sont plutôt très à droite ou carrément classés à l'extrême droite. La fenêtre d'Overton. Voilà, la fenêtre d'Overton. Et en fait, tout ça crée une sorte d'effet boule de neige qui fait que, en fait, même dans le service public, on voit que, voilà, par exemple, assez ce soir, ils ont recruté un chroniqueur du Figaro parce que on les avait critiqués parce qu'ils étaient considérés comme trop à gauche. Et en fait, ils essaient à chaque fois d'avoir un quota d'invités considérés comme conservateurs. Mais en fait, dans conservateur, on peut mettre tout et n'importe quoi. Et c'est exactement la même chose aussi sur France Inter ou sur la radio publique. Et en fait, on voit de plus en plus qu'il y a quand même une petite musique qui monte et qui va plus loin justement que la doxa libérale, qui en fait va... Bon, je l'arrête là. C'est tout simplement extraordinaire. Paloma Moritz qui nous dit que c'est ce soir et France Inter sont en train de se droitiser à vitesse grand V. Alors, ce qui est quand même honnête de sa part, c'est qu'elle reconnaît qu'avant, il n'y avait que des gauchistes. Implicitement, c'est ce qu'elle dit. Là, c'est en train de se droitiser, on donne la parole à des gens, etc., à qui on ne donnait pas la parole avant. Donc, elle dit tout haut, finalement, ce que tout le monde savait avant, hein, c'est-à-dire que c'est pourtant le service public, hein, payé par nos impôts. Donc là, le devoir de neutralité, normalement, il est 1000 fois plus grand que sur une chaîne privée. Normalement, on ne devrait même pas y avoir de devoir de neutralité sur une chaîne privée, d'ailleurs, mais enfin, passons. Mais c'est le service public. Mais là, elle reconnaît, donc, qu'il n'y avait pas cette neutralité
pourtant nécessaire. Mais surtout, pour elle, c'est inquiétant le fait qu'il y ait quelques voix un peu discordantes dans ces médias d'État, qui sont pourtant des médias de gauche. Pour elle, c'est dramatique. Rappelons-lui quand même qu'il y a plus de 50% des Français qui votent à droite. Ces gens à gauche refusent la démocratie quand elle ne va pas dans leur sens, ce qui est plutôt pratique, vous en conviendrez. Donc déjà, ça, c'est assez savoureux. Mais là où c'est absolument épique, en réalité, c'est que notre ami Pierre Sautarel sur F de Souche, il a décidé d'enquêter un peu sur cette personne. Eh bien, l'enquête, elle est assez énorme, hein, franchement. Il s'agit en réalité, non pas d'une journaliste de gauche lambda, qui, par exemple, viendrait d'un milieu prolétaire. De gauche, théoriquement, on s'attend un peu à ça. Bon, enfin, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas conscience de ce qu'est la gauche aujourd'hui. Mais en réalité, il s'agit d'une très riche héritière. C'est l'arrière-petite-fille du fondateur d'un fabricant de matelas de luxe, qui a été vendu en 90 pour 200 millions de dollars, avant sa naissance. Voilà. Bon, ça aide. Effectivement, à 6 ans, eh bien, elle reçoit un immeuble dans le 16e arrondissement de Paris. C'est plutôt pas mal. Bon, alors il y a plein de choses comme ça, je vous invite à regarder, c'est fascinant. Alors si je l'ai mis en première place, au-delà du gag, c'est parce que c'est quelqu'un qui a un pouvoir de nuisance assez considérable, parce qu'elle n'est pas aussi caricaturale en apparence que Geoffroy de la Gagnerie. C'est une bourgeoise parisienne qui s'exprime bien, qui présente bien, et qui en plus, eh bien, sur les plateaux, est assez efficace parce qu'elle joue son rôle de chienne de garde de la gauche, quoi. Par exemple, elle avait fait toute une scène à Hugo Clément qui avait parlé d'écologie même auprès de gens du RN, ce qui l'avait fait bondir, elle. Et voilà, il y a ce rôle-là qui est très pernicieux. Elle est beaucoup moins caricaturale en apparence qu'un Geoffroy de la Gagnerie. Et donc, elle symbolise parfaitement ces petits gauchistes qui forment une petite armée comme ça, dont on n'a pas conscience de l'extérieur, mais qui ont un pouvoir redoutable parce qu'ils tiennent les rouages du monde politico-médiatique parisien. Et c'est une puissance de feu, mais monumentale. Et ces profils à la Paloma Moritz, il y en a des dizaines et des dizaines qui ont un impact cataclysmique sur notre pays. Donc je pense que c'est bien de la mettre en lumière pour cette dernière de l'année. Voilà les amis pour ce top 5 classique, on enchaîne immédiatement. Juste avant les amis, un petit coup de pub quand même pour une superbe réalisation qui trône désormais fièrement dans mon décor. Vous la voyez sans doute ici, je vais la rapprocher de la caméra. Il s'agit de la magnifique statuette réalisée par Barthélemy Fourtet, que j'ai pu présenter dans le dernier numéro de Nouvelle Vague, et cette réalisation de cette statuette en partenariat avec lui, eh bien, elle est documentée, vous allez voir dans une vidéo YouTube sur la chaîne de Barthélemy Fourtet, je vous mets le lien en description, qui est assez épique. On a pu voir toutes les embûches qui ont parsemé la route de la création de cette statuette, lever de soleil sur les Thermopyles, une statuette en bronze massif, une qualité assez extraordinaire, qui symbolise la bataille des Thermopyles avec un grec qui, du bout de sa lance, achève un perse. La symbolique vous parlera peut-être, sans doute, qui sait. Donc voilà, c'est vraiment une œuvre magnifique que je vous encourage vivement à commander. Vous avez 8 exemplaires seulement. Vous voyez, je la remets dans le décor. Voilà, elle a toute sa place. Vous avez 8 exemplaires seulement. C'est un tirage d'art limité, voilà, avec un prix, certes, conséquent, mais qui est en réalité tout à fait logique, et même d'ailleurs en deçà de ce qu'on pourrait attendre pour une œuvre de cette qualité. On a vraiment essayé de faire au mieux à cet égard. Donc je vous encourage vivement à vous renseigner. Vous allez sur le site sunriseshop.tube. Vous avez le lien en description pour avoir plus d'infos là-dessus. Mais c'est vraiment du très 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 beau boulot de la part de Barthélemy Fourtet. Donc je vous laisse regarder tout ça. Et puis les amis, eh bien on enchaîne immédiatement avec le deuxième classement dédié à l'attaque d'un marché de Noël en Allemagne et avant tout aux réactions complètement dingues des gauchistes par rapport à cette attaque. On va commencer avec ceux qui pourraient faire partie de ce top 5, mais juste avant quand même quelques mots. On a donc un acte horrible avec plusieurs morts, des dizaines et des dizaines de blessés, donc une voiture qui a foncé dans la foule à un marché de Noël. Franchement, les images sont horribles. Bon, rappelons quand même que le profil a beaucoup fait jaser les gauchistes, on va le voir dans quelques instants, mais ce qui est très important de savoir, c'est que cet homme-là qui a foncé dans la foule n'est a priori pas un musulman. C'est vrai, c'est certainement le cas, il n'est certainement pas un musulman, c'est même plutôt un militant anti-islam, enfin, même si c'est très compliqué. Bon, tout est très flou pour le moment, mais de ce que je vois quand même, j'ai tendance à penser que c'est plutôt un militant athée arabe, bon bref, mais complètement ravagé, par contre, ça c'est super important, et surtout qui n'est pas du tout de notre bord. Regardez-le, on le voit dans une interview à la BBC réalisée il y a quelques années. Regardez ce qu'il dit. J'ai créé
un site internet pour aider les gens cherchant l'asile en Allemagne, spécialement ceux venant d'Arabie Saoudite et des pays du Golfe. Donc on n'a pas du tout un militant de droite. C'est quelqu'un qui, sur son profil Twitter, parce qu'il était ravagé et parce qu'il était très anti-islam a priori, a pu parfois retweeter des gens de l'AfD, etc., etc. Mais c'est quelqu'un qui menait des initiatives personnelles visant à accélérer, à accentuer l'immigration extra-européenne en Allemagne. Donc ça n'a strictement rien à voir avec nous. Et même si c'est pas donc un islamiste, bon déjà le mode opératoire, il ressemble quand même beaucoup, et c'est vrai que la cible, bon, on se demande pourquoi il a fait ça. En fait, il était complètement ravagé, hein, visiblement. Mais surtout, ce que ça nous montre, cette attaque, c'est que le problème, il n'est pas culturel. Finalement, qu'il soit religieux ou athées, les extra-européens agissent de la même manière. Donc ça participe à démontrer que le problème n'est pas culturel, n'est pas religieux, mais il est ethnique, civilisationnel. Alors évidemment, il y a plein d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte et le facteur religieux est parfois prépondérant. Bien entendu, on a un suspect donc qui est a priori pas musulman, qui était médecin, donc a priori plutôt bien rémunéré et intégré socialement. Eh bien, il a quand même commis un acte criminel complètement dingue. Le problème, c'est que les extra-européens ne sont pas des Européens et qu'il y a, je pense, une explication très claire là-dedans. D'ailleurs, on le voit, il y avait un ressentiment extrêmement fort contre l'Allemagne de sa part. Il y a en réalité quelque chose qui est de l'ordre de la psychopathie et cette psychopathie, elle est alimentée par ce ressentiment bio-civilisationnel de la part de beaucoup d'extra-européens contre les Européens parce qu'ils ont conscience d'être des membres d'un peuple, d'une population, d'une civilisation aux potentialités et aux réalisations inférieures à celles des Européens. C'est ce que j'écrivais dans ce tweet et je peux vous dire que ce ressentiment, il explique beaucoup de choses. Il prend parfois la forme de l'islamisme, parfois celui de la haine pure, anti-blanc, etc. Là, je pense qu'on était dans un cocktail psychiatrique mêlant un peu plein de choses à la fois, mais clairement, il y avait du ressentiment anti-européen, anti-allemand, en tout cas, c'est certain, dans cet acte fou, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Alors, on est parti avec ceux qui auraient pu être dans le classement, avec un YouTuber qui s'appelle Paduring, bien connu à gauche, hein, et alors lui, il n'a pas été par quatre chemins. 70 victimes. Alors c'était une première estimation qui s'est avérée fausse, hein, il y en a beaucoup moins, heureusement. 70 victimes dans un attentat d'extrême droite. Voilà. Et regardez, sont-ils complices Bardella, Alice Cordier et Vincent Lapierre? Comment est-ce possible d'être aussi bête? Je le répète, hein, mais cet homme-là, bon, il voulait favoriser l'immigration extra-européenne en Allemagne, donc n'a rien à voir avec notre discours. Si le programme politique de Jordan Bardella, d'Alice Cordier et de Vincent Lapierre avait été appliqué, peu de choses près, après dans les détails on ne sait pas exactement, il ne faut pas refaire le monde, mais globalement ce type-là il ne serait même pas rentré dans le pays. En tout cas il y aurait eu de grandes chances qu'il ne soit pas rentré en Europe. Donc ça n'a aucun sens. Aucun. Autre personne qui aurait pu être dedans, il s'agit de Maud Destangal. Dites les islamophobes, est-ce que vous condamnez l'horrible attentat perpétré par l'un des vôtres? Donc un tweet qui a été largement aimé, vous voyez, 11 000 j'aime, c'est pour ça que je l'ai choisi. Alors mettons que ce soit un islamophobe. Je pense que vu ses tweets, vu ses prises de position, c'est une hypothèse qui apparaît sensée, même si, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on n'a pas non plus tous les détails, il est encore interrogé, bon, on aura peut-être des surprises, hein. Mais même si c'est un islamophobe, quel rapport avec nous? Je le répète, si nous étions au pouvoir, il ne serait pas sur le territoire. Et en plus de ça, ce n'est pas un attentat ici islamophobe, c'est un attentat anti-allemand. Il a répété à de nombreuses reprises vouloir faire payer l'Allemagne de ne pas accueillir assez de réfugiés et de ne pas assez bien traiter les réfugiés, notamment les femmes saoudiennes. Je sais pas pourquoi, bon, on était dans un délire psychotique, d'accord? Donc ça n'a rien à voir avec l'islamophobie. Bon, les amis, on passe donc à ce top 5 avec la 5e place. En 5e place, on retrouve Thomas Porte. Thomas Porte qui était déjà dans le classement classique, donc il fait vraiment une très grosse semaine. Hein. C'est pas le haut du classement à chaque fois, mais c'est quand même pas mal. Belle régularité, belle performance générale, avec donc ce tweet qu'il a réalisé. Alors, il y avait déjà eu un tweet similaire, rédigé par Olivier Faure quelques temps avant. L'international fasciste se met progressivement en place, qui reprenait le tweet d'Elon Musk sur l'AfD. Et là où c'est incroyable, c'est que Thomas Porte, il a fait donc ce tweet, l'international fasciste, en retweetant Elon Musk, sauf qu'il a fait ce tweet après l'attaque du marché de Noël. C'était le premier tweet concernant l'Allemagne, et il n'avait même pas évoqué, alors que évidemment il était au courant de ça, hein, cette attaque, pour plutôt préférer cibler Elon Musk en parlant d'international fasciste. Incroyable. En 4e position, on retrouve Damien Dole, journaliste à Libération. Oui, s'il vous plaît, ça pose son homme. Le mec qui détient ce réseau social, a-t-il tweeté, le mec qui détient ce réseau social, donc c'est Elon Musk, hein, a donc posté ça
Donc c'est le fameux tweet qui les a rendus fous hein, de soutien à l'AfD, quelques heures avant qu'un soutien islamophobe de l'AfD, et suivi par des responsables de l'organisation d'extrême droite, ne tue des innocents en Allemagne. Donc là, on retrouve une attaque contre Elon Musk et l'AfD, justifiée donc par ce que ce journaliste de Libération appelle eh bien, une attaque d'un soutien islamophobe de l'AfD. Je le répète, je suis désolé, je vais peut-être beaucoup le faire, mais c'est pas parce que ce type-là, complètement malade, a pu retweeter ou partager certaines choses de l'AfD, notamment des choses contre l'islam, etc., que ça faisait de lui un soutien, puisque si l'AfD était au pouvoir, ce type-là ne serait peut-être pas sur le territoire allemand. Voilà. Et la politique de l'AfD, je ne suis pas certain hein, que ça soit de favoriser l'asile des gens venus des pays du Golfe. Bref, c'est une évidence absolue. Donc les gauchistes sont en roue libre. Un journaliste de Libération qui raconte n'importe quoi, trop heureux de voir un petit peu l'odeur du sang, en fait. Hein. Voilà. Ce sont vraiment des hyènes. J'ai pas d'autre terme pour les désigner. Que du coup, il attaque Elon Musk, il attaque l'AfD, le tout en se servant de ce drame. Voilà. Alors là, pour le coup, l'instrumentalisation, les critiques contre l'instrumentalisation des drames, on les oublie totalement. C'est particulièrement immonde, en plus d'être factuellement erroné. Et ça, je ne comprends pas qu'ils ne saisissent pas à quel point ils ont tort. C'est très étrange. Enfin, c'est pas très étrange, c'est du gauchisme, hein, tout simplement. En troisième position de ce top 5 dédié aux réactions des gauchistes suite à l'attaque du marché de Noël en Allemagne, eh bien on a Anthony Bélanger. Anthony Bélanger qui est journaliste pour France Info, le service public. Les amis, on monte d'un cran dans la désinformation gauchiste et dans la nocivité de ces gens-là parce que ce type-là est payé par nos impôts. Donc écoutons-le. La vérité, en fait, quand on regarde par exemple ce que sont devenus les 800 000 à 1 million de Syriens qui sont arrivés en Allemagne, la vérité, c'est que la plupart d'entre eux trouvaient du travail. La vérité, c'est qu'il y a 6 000 médecins parmi ces Syriens qui aujourd'hui peuplent l'ensemble des hôpitaux de l'Allemagne. La vérité, c'est qu'il n'y a pas un EHPAD en Allemagne, pas un hôpital qui fonctionnerait sans ces Syriens. La vérité. Donc on s'arrête là. Notre ami Anthony Bélanger, journaliste service public bien entendu, il est dans la désinformation, la manipulation complètement folle. Donc c'est au lendemain de cette attaque. Donc là, les gauchistes, ils sont alors d'un côté à nous dire c'est la faute de l'ultra-giga-droite. Ah ok, ça n'a aucun sens, mais bon, pourquoi pas. Et deuxièmement, cette attaque-là, puisqu'il y en a quand même certains qui ont les fils qui se touchent et qui se rendent bien compte que c'est un extra-européen qui a commis le truc et que ça va pas faciliter quand même la politique d'accueil migratoire sans limite voulu par la gauche, lui, il est peut-être un peu à l'étape d'après. Il a compris qu'en fait, tous ces petits copains de gauche qui pointaient du doigt l'extrême droite se trompaient totalement, puisque c'est bien un immigré extra-européen qui a commis ça. Eh bien lui, il a dit, on va plutôt aller sur l'étape d'après, on va aller répéter que l'immigration est une chance, bien sûr. Donc là, voilà, il nous dit... sur les Syriens qui sont arrivés en Allemagne, la plupart ont trouvé un travail, etc. Le pays ne peut pas tourner sans eux. Ils font le boulot que les Allemands ne veulent plus faire, quasiment, c'est ce qu'il nous dit. Sauf que, là où il y a une manipulation évidente, flagrante de la part de ce journaliste du service public, c'est que le taux de chômage pour les Allemands autochtones, enfin, qu'on voit tout à gauche du graphique, et encore, il y a aussi les Allemands d'origine extra-européenne qui sont de nationalité allemande. Enfin bon, bref, passons, vous voyez un peu le truc. Donc il y a 5% de taux de chômage chez les Allemands autochtones et assimilés. Et chez les Algériens, on monte à 21%, les Irakiens 30%, ça fait quand même beaucoup plus, hein. Les Afghans 32%, et les Syriens, les fameux Syriens qui ont été une chance incroyable pour le marché de l'emploi allemand, etc., eh bien ils sont 37% de chômeurs. Voilà le taux de chômage immense des Syriens par rapport aux Allemands. Et ça, le journaliste de France Info, il ne le dira pas, mensonge total. En deuxième position, Ilan Gabay, qui a tweeté avant qu'on ait une quelconque info sur le profil du tueur, mais quand on voyait le mode opératoire, Ilan Gabay s'est rendu compte qu'il y avait quand même danger. Donc Ilan Gabay qui avait tweeté ça à ce moment-là, honte à tous les charognards qui, alors que des corps sont encore chauds et que certains se battent pour survivre, exploitent l'horreur pour attaquer leurs adversaires politiques. Il n'existe pas de mot assez fort pour qualifier un tel comportement. Voilà. L'heure est au respect de la douleur des familles et d'un pays, pas à la polémique. Voilà ce qu'il tweet. Alors, bon, moi je pense que commenter politiquement un fait d'actualité, même dramatique, c'est nécessaire parce que parfois, de ce commentaire, naissent des mesures politiques qui permettent d'éviter que ce drame advienne. Donc déjà, cette accusation en récupération politique, je la trouve déplorable. Mais à la limite, si Ilan Gabay s'était arrêté là, pourquoi pas? Sauf que, évidemment,
vous imaginez bien que dès qu'il a eu quelques infos qui pouvaient aller possiblement dans son sens à lui, eh bien il ne s'est pas privé pour récupérer politiquement tout ça et attaquer ses adversaires politiques. Voilà, la cascade réalisée par un professionnel du gauchisme, c'est magnifique. Voilà, le terrorisme d'extrême droite frappe l'Europe. Voilà ce qu'il tweet ensuite. C'est quand même génial. C'est magnifique quelques heures plus tard, quoi. Voilà. Le terroriste qui a assassiné plusieurs Allemands est un ancien musulman, soutien de l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, vous voyez. Bon, je vous passe sur les détails, vous avez compris. Hein. Voilà. Il nous parle du profil, il parle de l'AfD, plus savoir quoi en faire. C'est magnifique. Énorme cascade. Hein. Ilan Gabay, qui en plus, ça c'est le petit côté bonus, et aussi pour ça qu'il est à la deuxième place, hein, nous a dit, n'oubliez jamais, l'islamisme et l'extrême droite sont les deux faces d'une même pièce. Ils rêvent d'une guerre civile, fantasment une guerre civilisationnelle et mettent tout en œuvre pour la provoquer. Non, en fait, l'extrême droite ne veut pas, la giga droite, hein, ne veut pas provoquer la guerre civile. Elle veut l'éviter en faisant en sorte que des millions et des millions d'extra-européens ne submergent pas notre continent et notre civilisation. Eh bien, on veut assurer la paix civile parce que c'est la politique de la gauche d'immigration massive qui crée les conditions, qu'elle le veuille ou non, de la guerre civile. Puis allez, pour finir, regardez ça quand même. Lui qui ne voulait pas attaquer les adversaires politiques, le voilà qui se réjouit du fait, alors je ne sais même pas si c'est vrai ou pas, hein, mais que ce criminel suivait Marine Le Pen. Voilà. Donc là, quand on reprend son tweet de base, c'est quand même savoureux. Donc deuxième place largement méritée. Et en première place, les amis, eh bien, on a le youtubeur cinéma série qui est en fait surtout un très gros gauchiste. Il s'agit de Régé le Gorilla qui a publié un tweet. Alors on imagine qu'il parle des nationaux socialistes hein, dans ce mot qui est un petit peu caché là. Ces nazis savent qu'il y a des pays européens à majorité musulmane, point d'interrogation. L'islam est une partie intégrante du continent européen depuis des siècles. C'est notre culture, qu'on le veuille ou non. Alors déjà, première chose, alors il y a quelques petites enclaves européennes où effectivement il y a une majorité musulmane. Enfin, ça a été le fait de colonisation, de conquête militaire, hein, ça se faisait pas gentiment d'ailleurs. Et c'est une ultra minorité au sein du continent européen. Et est-ce que ces peuples par ailleurs appartiennent à la civilisation européenne? C'est encore une autre question. Je ne me prononcerai pas sur le fond parce que j'ai pas le temps pour ça, mais c'est un vrai sujet. Et en tout cas, de faire de l'islam partie intégrante du continent européen depuis des siècles et d'en faire une partie de notre culture, hein, c'est ce qu'il dit. Là, on est dans le délire pur. L'Europe s'est au contraire construite contre l'islam à plusieurs reprises. On peut bien sûr parler de l'Espagne qui a été conquise par les musulmans avant d'être reconquise. Bref, il y a énormément de moments de l'histoire de la civilisation européenne où la lutte contre l'islam a uni des Européens entre eux. Donc c'est incroyable d'avoir que cette vision-là. En fait, les gauchistes, ils prennent un micro-élément qui va dans leur sens pour en faire une généralité absolue et faire de l'Europe une terre d'islam, quoi. C'est de la malhonnêteté intellectuelle totale. Bon, on continue. Il dit d'ailleurs, il y a plus de gens tués par l'extrême droite que par des musulmans en Europe. Et en plus, ces musulmans qui tuent sont d'extrême droite. Ah bah ça tombe bien. C'est le fascisme, le véritable problème sécuritaire de l'Europe. Donc en fait, oui, c'est facile d'être de gauche. Voilà. Parce que les musulmans qui tuent sont d'extrême droite. Donc en fait, le problème, c'est toujours d'extrême droite. Même les gens qui luttent contre eux, les musulmans qui nous tuent sont d'extrême droite. En fait, tout le monde est d'extrême droite, sauf les gauchistes. Voilà, ça c'est assez génial. Et quand il nous dit d'ailleurs il y a plus de gens tués par l'extrême droite que par des musulmans en Europe, alors c'est complètement faux. Alors j'ai déjà débunké cette affirmation tenue par un gauchiste aussi à l'époque, complètement givré lui aussi. C'est du pipeau total. Quand on prend les dernières années, évidemment que cette donnée-là elle est farfelue. J'en ai fait une vidéo que je vous invite à voir, je vais vous mettre le lien en description, ça va aller beaucoup plus vite. Mais quand on prend les données récentes, en France par exemple, on se rend compte que, eh bien, il y aurait eu un mort à cause de l'extrême droite. Voilà. Et encore, il faudrait voir. Hein, bon. Et par contre, plus de 330 Français tués par des djihadistes. Donc, évidemment qu'il y a là une erreur factuelle et une malhonnêteté idéologique terrible de la part de Régé le Gorilla. Ça fait quand même beaucoup d'éléments qui, cumulés, font de Régé le Gorilla le premier de mon classement.
Voilà. Et puis le côté, finalement, même les musulmans radicaux sont d'extrême droite. C'est tellement facile, c'est tellement représentatif de ce qu'est la gauche, c'est-à-dire la simplification à outrance. C'est vraiment la vision bisounours des choses, quoi. Voilà, les amis, j'espère que cette émission spéciale pour clore cette année 2024 en beauté vous a plu. Si vous avez apprécié ce contenu, si vous appréciez ce que je fais, si vous voulez joindre vos forces aux miennes pour lutter contre le gauchisme dans la bonne humeur, eh bien, n'hésitez pas à soutenir mon travail via ma page Tipeee, vous avez le lien en description. En contrepartie de ce soutien, vous aurez accès à la communauté Sunrise avec des dizaines de vidéos exclusives dédiées, l'accès à un groupe Telegram privé. Écoutez les amis, merci d'avance pour votre soutien, merci pour cette année exceptionnelle en votre compagnie. Vous avez adoré ce format du top 5 des gauchistes de la semaine, moi aussi. Et je vais essayer de vous faire un récap de l'année d'ici le 31, histoire qu'on finisse dans un feu d'artifice du gauchisme. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde.